Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui s'intitule «Accélérer l'économie circulaire dans le BTP grâce aux synergies publiques-privées». Donc c'est un webinaire qui est co-organisé par, Cap Digital, Eiffage, la métropole du Grand Paris et qui s'inscrit dans le cadre du projet européen Circ Boost. On a également la chance d'avoir plusieurs intervenants, de qualité aujourd'hui qui vont nous présenter, leurs projets et leurs problématiques dans le cadre de leur, activité autour du réemploi et des approches d'économie circulaire dans le domaine de la construction et du BTP. Quelques informations tout d'abord concernant, ce webinaire. Donc lorsque vous aurez, des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure, dans l'onglet «Questions» qui se situe en bas à droite de votre écran. 2 sessions de questions-réponses sont prévues dans le cadre de ce webinaire. L'événement est enregistré, donc vous recevrez le replay et puis également les présentations, suite à l'événement. Sans plus attendre, on va commencer. Je vais vous présenter tout d'abord l'agenda. Donc, dans un premier temps, la présentation du projet européen Cirque Boost, qui est à l'origine de notre réunion aujourd'hui et de notre collaboration avec la métropole et Eiffage. Un témoignage de Zélie Perrin, qui est à la métropole du Grand Paris et qui nous présentera les solutions déployées par la métropole auprès des collectivités et notamment l'outil BTP Match. On aura ensuite la chance d'avoir un retour d'expérience sur des partenariats avec des startups du réemploi entre Eiffage, un dialogue aussi avec Dempsey et Nicolas Simon, qui est le représentant de Dempsey aujourd'hui, et Cécile Collas de Second Œuvre. Une petite session de questions-réponses, donc sur ces premières sessions de présentation et puis par la suite, donc plusieurs sessions de témoignages avec, tout d'abord Aubrac qui est, sur la filière sol souple et Nicolas Loéac. Ensuite, un témoignage de Général Métal Réédition qui est sur la filière ouvrage métallique et leur réemploi. Et puis pour finir, un témoignage de Proclus avec Hervé Grimaud, sur la filière produits électriques. Et on pourra terminer ce webinaire par une session de questions-réponses. Ce webinaire est une durée, d'1 heure, donc si vous avez d'autres questions qui sont peut-être un petit peu plus complexes, un petit peu plus poussées et qui nécessitent des discussions, vous pouvez tout à fait nous contacter par email et puis on y répondra, suite à ce webinaire. Donc tout d'abord, une petite présentation du projet européen Circ Boost. Donc je me permets de présenter ce projet en tant que coordinatrice du pilote français, qui est coordonné par Cap Digital, donc le pôle de compétitivité, qui est, sur le numérique, en France. Donc quelques mots d'introduction sur ce projet. Donc c'est un projet qui a démarré en 2023, qui est d'une durée de 48 mois, qui réunit 27 partenaires de différents horizons, qui sont tous consacrés aux challenges actuels et à tester de nouvelles approches dans le domaine du BTP et de la construction. Donc on a des universités, des entreprises de différentes tailles, mais aussi des collectivités et puis, des pôles, comme c'est le cas de Cap Digital. L'ambition principale, donc, c'est de renforcer l'adoption de solutions circulaires innovantes dans le secteur du bâtiment et de la construction en Europe. Comment, est-ce qu'on s'est organisé? Bah, autour de 5 pilotes qui sont répartis sur 5 régions européennes qui sont très différentes, qui ont chacune, leur spécificité en termes de challenges territoriaux. Donc on va démontrer à grande échelle plusieurs solutions innovantes qui sont basées sur des approches circulaires, l'usage de nouvelles technologies. Ça peut être par exemple l'usage de l'IA, des modèles, de jumeaux numériques, ça va être aussi, l'usage du BIM et d'autres approches, diverses et variées. Et puis ça va nous permettre finalement de pouvoir démontrer, de tester et d'expérimenter ces solutions à grande échelle et potentiellement de les reproduire sur d'autres territoires, européens et d'influencer, également les politiques européennes en la matière. Donc vous avez aussi le site web de notre projet, donc que vous retrouvez en bas de cette slide, circboostproject.eu, et vous retrouvez l'ensemble des descriptions des pilotes, des partenaires et puis les dernières actualités sur notre, avancement de projet. En ce qui concerne le pilote français spécifiquement, donc on a un certain nombre de partenaires qui sont présents aujourd'hui, mais qui ne sont pas non plus présents, aujourd'hui. Donc, on a l'université Gustave Eiffel avec plusieurs laboratoires de recherche, Citowi, la métropole du Grand Paris, Eiffage et plusieurs filiales d'Eiffage, le CSTB, NGE Bâtiment et Cap Digital qui sont, voilà, qui œuvrent, quotidiennement autour de ce pilote. Donc l'ambition principale de notre pilote, ça va être d'augmenter le réemploi et le recyclage des déchets qui sont issus de chantiers de construction et de déconstruction au sein de la métropole du Grand Paris, structurer le secteur du réemploi et du recyclage en centralisant les flux autour d'un hub physique et numérique, donc concrètement une plateforme numérique et plusieurs plateformes physiques,
au sein de la région Île-de-France. Donc on a plusieurs sous-objectifs, donc ça va être notamment de développer cette plateforme numérique et physique, donc au sein duquel œuvre, la métropole du Grand Paris et Eiffage, faciliter la mise en relation entre l'offre et la demande, de déchets et de matériaux. Pour ce faire, on a, décidé de développer plusieurs, outils innovants tels que la prédiction des flux, le matchmaking automatique entre l'offre et la demande, mais aussi une interconnexion avec des marketplaces qui sont d'ores et déjà, existantes. L'un des objectifs également, ça va être de mieux identifier les sources, donc les gisements, de matériaux qui sont réutilisables et puis finalement de structurer la filière du recyclage, des matériaux et des déchets issus de ces différents chantiers. En termes de résultats attendus, donc vraiment de sur les aspects quantitatifs du pilote, donc on souhaite avoir 200 entreprises qui utilisent la plateforme et signer un protocole d'accord post, projet, donc un protocole d'usage avec au moins 3 municipalités en Île-de-France et je pense que Zélie pourra nous dire un petit peu plus, sur, l'avancement, de ce 1er résultat. Et puis, en termes de tonnes de matières premières et de tonnes de déchets recyclés, donc on souhaite avoir un demi-million de tonnes de matières premières qui soient économisées et un demi-million de tonnes de déchets recyclés pendant le projet. Voilà, donc pareil, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, lors de cette première session de questions-réponses et puis moi je serai, ravie de vous répondre aussi, ou de collaborer avec vous sur d'autres, sujets, voilà, suite à ce webinaire et je vais laisser la parole à, Zélie qui va nous présenter les actions de la métropole du Grand Paris. Zélie, je te laisse la main sur la présentation. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc là, l'idée ce matin, c'est de vous parler de manière très synthétique des actions de la métropole du Grand Paris sur les sujets d'économie circulaire dans le bâtiment et surtout de faire un focus sur l'outil numérique qui s'appelle BTP Match sur lequel on travaille dans le cadre du projet Cirque Boost. Donc moi, c'est ma mission principale à la métropole du Grand Paris de travailler sur la suite des développements et du déploiement de cet outil. Je voulais quand même revenir pour une petite mise en contexte très rapide sur la manière dont, à la métropole du Grand Paris, en tant qu'intercommunalité, on traite le sujet de l'économie circulaire dans le BTP. Il y a une stratégie économie circulaire et solidaire qui a été votée en 2022 à la métropole, au sein de laquelle le BTP est un des axes et un axe prioritaire, puisque une étude de métabolisme urbain menée à partir de 2020 a montré que à l'échelle métropolitaine, ce sont 40% des ressources qui sont consommées et 75% des déchets qui sont générés chaque année qui sont issus du secteur du BTP. Et donc, sur cette base-là, la stratégie a été déclinée en un certain nombre d'actions et notamment un programme construction circulaire qui est décliné autour de 3 briques principales. Une première brique qui est plutôt une brique d'animation et d'aide à la prescription qui s'adresse à travers une charte métropolitaine pour la construction circulaire et un club des acteurs de la construction circulaire à l'ensemble des acteurs, donc à la fois publics et privés. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je ne rentre pas dans le détail, mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez pouvoir être associé aux communications du club et aux actions du club. Et d'autre part, des dispositifs d'accompagnement qui sont spécifiquement adressés aux maîtrises d'ouvrage publiques, communes et établissements publics territoriaux de la métropole, afin d'apporter notamment de l'accompagnement financier et technique sur le réemploi des matériaux, la rénovation circulaire du bâti public, et on travaille aussi sur le sujet des terres végétales recyclées dans les projets d'aménagement. On a un deuxième volet qui est plutôt celui de l'offre, comment est-ce qu'on accompagne la structuration des filières et de l'offre économique locale sur les sujets d'économie circulaire et de réemploi. Et là, on a plusieurs dispositifs de soutien à l'émergence notamment de centres de réemploi. À ce sujet, on organise un événement le 8 juillet, donc vous aurez les informations si ça vous intéresse. Et puis, la troisième brique, celle dont je vais vous parler ce matin, c'est le volet outillage. Et ça passe notamment à travers le développement de cet outil de matching des flux interchantiers qui s'appelle BTP Match. Donc, BTP Match, c'est un outil numérique qui vise à massifier le réemploi des matériaux de construction. L'objectif central de cet outil, c'est comment est-ce qu'on arrive à agréger l'offre et la demande sur une métaplateforme publique pour mettre en visibilité à la fois l'ensemble des gisements disponibles sur le territoire, mais aussi des besoins des acteurs. L'origine de
du développement de cet outil, c'était vraiment une réflexion à l'échelle territoriale, notamment du territoire de Plaine Commune, avec 2 enjeux majeurs. Le premier, c'est les difficultés des acteurs du territoire et notamment des agents à trouver les gisements issus du réemploi pour les chantiers sur lesquels ils souhaitaient faire du réemploi, parce que l'information est dispersée au sein auprès d'un grand nombre d'acteurs et au sein d'un grand nombre d'outils. Et le deuxième sujet, c'était pour le territoire de ne pas avoir d'outils de suivi et de pilotage de leur politique publique d'économie circulaire pour avoir une remontée d'un certain nombre de chiffres, d'informations pour pouvoir suivre on va dire l'efficacité de l'implémentation de ces politiques d'économie circulaire. Donc les enjeux et les objectifs vraiment du projet, c'est de systématiser la pratique et pour ça, il fallait trouver un moyen de faciliter la mise en relation entre l'offre et la demande de matériaux de réemploi à travers un outil partagé et puis un outil qui soit complémentaire aux initiatives déjà existantes, que sont des plateformes physiques qui ont parfois des catalogues en ligne, des plateformes digitales, des marketplaces, etc. Donc ce projet, il existe de manière antérieure au projet CirqueBoost, qui est venu agir comme un complément depuis 2022, où l'expérimentation a été lancée, notamment donc, pilotée par le territoire de Plaine Commune, à travers un appel à projet de la BPI, qui a permis de financer le développement d'un premier prototype de cette plateforme, qui a été développé par l'entreprise Scope. Et puis, à Plaine Commune, s'est associé le territoire d'Est Ensemble et la ville de Paris, avec le soutien au départ financier de la métropole du Grand Paris et une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage commune qui a été menée par Greenflex et Nobatech pour accompagner le développement de ce prototype. Donc cet outil, ce prototype d'outil, il a été co-construit et testé avec un certain nombre de professionnels du secteur pendant une durée d'1 an et demi jusqu'en mars 2025. À l'issue de ce POC, donc de ce Proof of Concept, il a été communément décidé pour pouvoir poursuivre les développements de l'outil, le tester à grande échelle, de passer le relais à la métropole du Grand Paris pour le portage technique et financier de l'outil. Et ça a été aussi permis par l'intégration de la métropole dans le consortium du projet européen CirqueBoost, qui a permis notamment qu'il y ait une personne à temps plein à la métropole pour travailler sur ce projet. Donc l'idée là, c'est que je vous montre très rapidement quel est l'état aujourd'hui de l'outil, quelles en sont les grandes fonctionnalités et puis quelles sont les prochaines étapes sur ce projet. Donc aujourd'hui, BTP Match, c'est un outil qui est vraiment un outil agrégateur de l'offre et de la demande. L'objectif, c'est, comme j'ai déjà dit, centraliser l'offre de matériaux et les gisements disponibles sur une cartographie de la métropole, une cartographie interactive qui est interconnectée à des initiatives existantes. Pour ceux qui connaissent un peu les acteurs du réemploi, par exemple, aujourd'hui, l'outil BTP Match récolte les informations issues notamment des plateformes en ligne de Scope, de CycleUp, d'un acteur qui s'appelle Redificaré, de Bacassia aussi. Et puis, il permet aussi de venir poster des offres en propre en se créant un compte utilisateur et en venant exprimer des gisements, une carte des maths qui permet ensuite de venir consulter les offres en faisant des recherches avec des systèmes de filtres et soit d'être renvoyé vers les offres qui sont sur des sites annexes, par exemple, quand c'est le cas de l'interconnexion, ou alors de consulter l'offre directement sur la plateforme et d'entrer en contact avec l'offreur. Et aussi d'exprimer des besoins, c'est-à-dire de créer un besoin, de dire j'ai besoin de tel matériau à tel moment, en telle quantité, et de faire apparaître ce besoin sur la cartographie. Et donc, le système de recherche permet de faire apparaître à la fois les offres et à la fois les besoins, et de rentrer en connexion entre offreurs et demandeurs. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une automatisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va créer une demande, créer un besoin, si dans l'instant, au moment où on fait la recherche, on ne trouve pas l'offre ou le gisement qui correspond à son besoin, une fois qu'on a enregistré son besoin sur la plateforme, on va pouvoir être notifié de manière automatique par mail des nouvelles offres qui seraient disponibles sur la plateforme et qui correspondent à son besoin. Donc ça, c'est l'idée vraiment de rentrer dans l'automatisation et de la facilitation pour permettre la rencontre entre l'offre et la demande. Donc là, je vous ai mis juste des petites captures d'écran. L'outil, il va être ouvert dans les prochains jours et il sera officiellement lancé la semaine prochaine.
Et puis, le dernier point qui va intéresser plutôt les collectivités territoriales, c'est que l'idée, c'est de pouvoir aussi maîtriser cette dynamique du réemploi sur les territoires avec un outil de mesure et d'évaluation des flux générés par la démarche. Et ça, c'est quelque chose qui s'adresse spécifiquement aux collectivités territoriales. Sur les prochaines étapes, alors j'ai tout mis sur une slide, je vous le fais de manière assez synthétique. On en est à un point où le prototype est existant, il est opérationnel, mais on veut aller plus loin. Donc on poursuit l'expérimentation à travers l'ouverture publique de l'outil, son déploiement, mais on va aussi tester encore des fonctionnalités supplémentaires qui nous semblent être indispensables pour répondre vraiment aux besoins. Et ça va se traduire notamment par le fait de pouvoir flécher spécifiquement certains gisements vers certains acteurs, par exemple les gisements qui sont proposés en don vers des acteurs de l'économie sociale et solidaire et vers des acteurs publics qui sont particulièrement demandeurs de ce type de gisement. Le fait de pousser plus loin l'agrégation des données en testant notamment une API, une connexion informatique avec la plateforme produits, équipements, matériaux, déchets, donc la plateforme réglementaire portée par le CSTB. Et peut-être une autre marketplace et d'aller chercher plus de données sur d'autres catalogues digitaux et aussi le fait de pouvoir visualiser les plateformes physiques de réemploi. Aujourd'hui, je pense qu'on a vu sur une des slides, sur des captures d'écran, on voit déjà apparaître la plateforme de CycleUp, la plateforme de Reavi. L'idée, c'est de pouvoir venir ajouter par des points situés sur la cartographie toutes les plateformes physiques qui ne sont pas des chantiers, mais plutôt des centres qui stockent les matières de réemploi et de pouvoir aussi donner quelques informations sur ces plateformes, mettre éventuellement un lien vers leur catalogue en ligne. Et puis, on a un sujet de portail territoriaux à l'adresse des collectivités territoriales. L'idée, ce sera, notamment pour les établissements publics territoriaux, de pouvoir avoir un accès administrateur pour piloter et mesurer cette dynamique de réemploi, voir un peu ce qui se passe sur leur territoire. Et puis, le dernier point, c'est des modules plutôt sur lesquels on va faire de recherche et développement, des modules innovants. Et ça, on les développe dans le cadre spécifique du projet Cirque Boost. Il y a 2 modules innovants qu'on développe avec les partenaires du projet Cirque Boost. Un module de prédiction des flux. Donc ça, c'est vraiment l'idée de, au-delà d'avoir une visibilité à un instant T sur l'offre et sur la demande, est-ce qu'on va pouvoir, en utilisant des données qui ont déjà transité par l'outil, en utilisant des données dont dispose le CSTB par ailleurs, avoir une certaine anticipation sur les futurs besoins et les futures offres de matériaux issus de la déconstruction. Et puis, un travail aussi qu'on fait avec le CSTB, avec l'Université Gustave Eiffel, avec Citowi, sur le calcul d'indicateurs d'impact un peu plus consolidés, notamment d'impact environnementaux, d'impact économiques et d'impact sociaux du réemploi, en tout cas des flux qui transitent via la plateforme. Donc cet outil, il s'adresse à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, privé, public, en partant du donneur d'ordre, de la maîtrise d'ouvrage, jusqu'à à l'entreprise de construction, de déconstruction et aux fournisseurs de matériaux, évidemment. Et il s'adresse aussi, évidemment, aux collectivités. Aujourd'hui, donc, il y a les 3 territoires initiateurs qui sont engagés dans la démarche, Plaine Commune, Est Ensemble, la Ville de Paris. L'idée, c'est d'aller couvrir petit à petit un maximum du territoire de la métropole du Grand Paris en termes d'engagement des collectivités qui vont avoir un rôle d'animateur à leur échelle en tant qu'aménageurs, en tant que prescripteurs, en tant que connaisseurs aussi de l'écosystème des acteurs. Pour autant, tout acteur situé sur le territoire de la métropole peut, en tout cas pourra d'ici quelques jours, se connecter sur la plateforme, se créer un compte et commencer à l'utiliser et à en tester. Donc, on vous invite très grandement à partir du 18 juin à vous connecter, à regarder la plateforme, la cartographie, à la tester. On organise un événement donc, de lancement officiel. Aujourd'hui, j'ai clôturé le formulaire d'inscription parce qu'on avait un sujet de capacité limite d'accueil sur le lieu qui va d'ailleurs se dérouler chez Cap Digital. Néanmoins, on est en train de voir pour ouvrir un format hybride avec une possibilité d'assister aux présentations en visio pour les personnes qui n'auraient pas pu s'inscrire à temps. Donc voilà, soit je rouvrirai le formulaire, soit vous pouvez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé, et auquel cas je vous proposerai au moins l'option visio pour participer à cet événement, au cours duquel on fera une démonstration de l'outil et on reviendra un peu plus en détail sur le développement de cette démarche et sur ses prochaines étapes.
Voilà, je laisse la parole à Eiffage pour la partie plateforme physique. Merci Zélie. Eiffage, on vous laisse prendre la parole. Merci Élise, merci Zélie. Alors, au titre d'Eiffage, Aubaine Élise, responsable économie circulaire, bonjour à tous. Au sein d'Eiffage, on a initié dans le cadre de ce projet européen 2 démonstrateurs. Le premier démonstrateur, la plateforme de Gennevilliers, à partir de nos inertes, de nos déchets inertes, nous créons de nouveaux matériaux. C'est le partenariat qu'on a initié notamment avec Saint-Gobain. Et puis, le deuxième démonstrateur, le démonstrateur de matériaux de second œuvre, qui est localisé à l'île Saint-Denis, sur la plateforme, sur le site du Nibéton. L'objectif principalement est de créer des filières par typologie de matériaux de second œuvre et faire de ces matériaux des matériaux de construction. Donc, faire prescrire derrière. Mais Nicolas Simon, ici présent, pourra revenir en détail sur ce sujet-là. Au sein de la holding, nous impulsons des démarches d'innovation par plusieurs biais, en allant d'une part chercher des financements, en apportant un appui stratégique pour développer des partenariats industriels et avec des startups sur les sujets économie circulaire. C'est notamment le cas avec Proclus. Merci Hervé d'être ici présent, notamment sur les sujets d'équipements électriques et électroniques en vue de leur réemploi. C'est également le cas avec la collaboration second œuvre d'EMSI sur le site de l'île Saint-Denis. Cécile Collas, ici présente, pourra développer ce sujet. Merci aussi d'être présente à nos côtés. Cela démontre l'agilité d'Eiffage à justement développer des partenariats aussi bien avec des industriels qu'avec des startups pour justement aller vers davantage d'économie circulaire. Et notre objectif derrière, c'est de répondre à nos enjeux au titre de la CSRD, notamment améliorer notre performance sur les ESRS E5 et gagner en performance, mais plus globalement, réduire nos émissions carbone et innover en matière environnementale. Enfin, l'objectif final, c'est de faire la différence pour gagner de nouveaux marchés grâce à l'économie circulaire et en réduisant notre impact environnemental. Merci à tous. Je laisse la parole à Nicolas Simon de Delsy. Bonjour à tous, donc Nicolas Simon, responsable QSE et en charge des sujets économie circulaire pour Delsy. Donc voilà, c'est moi qui remplace Marion qui était sur la photo. Donc pour vous donner un petit peu de détails, Delsy est la filiale démolition des constructions du groupe Eiffage, filiale d'Eiffage Génie Civil. De par notre activité, on est un générateur important de déchets, donc pleinement impliqué dans la démarche et dans la politique économie circulaire du groupe Eiffage. Le constat qu'on a fait, c'est qu'effectivement, le réemploi, pour nous, est dans les partenariats qu'on avait effectivement mis en place sur certains de nos chantiers, de nos projets, partout en France, passer par de la dépose sélective qui nous amenait à beaucoup stocker. Donc voilà, soit nous, soit des partenaires. Mais cette démarche de réemploi était sur une logique de stockage avec des matériaux qui attendaient un futur repreneur. Le projet qu'on a effectivement aujourd'hui, c'est plutôt une inversion de la demande, donc éviter le stockage important sans repreneur défini à l'avance, mais plutôt partir sur une notion de showroom qui permettrait de montrer effectivement à des repreneurs potentiels tout ce qu'on peut faire en matière de réemploi et avoir d'abord une demande importante de matériaux, de quantité de matériaux, afin de pouvoir ensuite, nous, sur nos chantiers, les déposer. Donc en dépose sélective, avec effectivement aussi la possibilité de les reconditionner, au moins pour certains d'entre eux. Ce projet, il commence à prendre forme. On ne le fera pas seul, on le fera avec un partenaire, donc seconde œuvre, qui va pouvoir le présenter juste après. C'est un partenaire avec lequel on travaillait déjà sur nos chantiers, en particulier en Île-de-France. Et le lieu de cette plateforme avec ce showroom, donc comme Aubaine le disait, se situerait sur un ancien site industriel, donc le site Unibéton, qui se situe sur l'île Saint-Denis. J'entendais parler de Réavi juste avant, donc voilà, c'est juste à côté de chez Réavi. L'idée, effectivement, c'est que ce site, il permette à la fois, donc quand même, d'avoir un petit stock, mais également sur site, de pouvoir montrer tout ce qu'on est capable de faire en matière de réemploi. Cécile, je te laisse présenter la suite. Merci beaucoup.
Cécile Collet, effectivement, je suis la présidente et fondatrice de Seconde Œuvre. Je prends la parole donc, sur, ce sujet de partenariat et de plateforme, de réemploi avec, Dempsey. Donc, pour se présenter rapidement, Seconde Œuvre, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui, s'est donné pour mission d'accélérer le réemploi dans le secteur du bâtiment. Concrètement, on a 3 types d'activités. Une activité, de curage spécialisée dans le réemploi, donc, du diagnostic, on va dire, jusqu'à la revente, ou le réemploi des matériaux. Une activité de bureau d'études, réemploi et une activité, qui est, à ses débuts, mais, on a beaucoup d'ambition pour ces 2 activités de filière de reconditionnement pour les cloisons de bureaux et les Velux. Donc des choses qui sont assez différentes, mais voilà. Aujourd'hui, dans le projet, on a le rôle d'un, justement, bureau d'études et réemploi pour, la réhabilitation du site Unibéton, mais aussi, le rôle futur de la gestion, de la plateforme physique, de réemploi. Pour, ce projet de, réhabilitation du site, on est, en groupement, de maîtrise d'œuvre avec Gwendoline Veillard Architecture, qui est une, agence spécialisée sur, justement le réemploi, la valorisation du bâti existant, et qui donc, permet de travailler sur la réhabilitation du site, et la création du fameux showroom, de réemploi dont nous allons parler plus spécifiquement aujourd'hui. Donc si je passe sur la slide suivante, voilà, ça c'est pour avoir un aperçu un petit peu des photos du site déjà et puis, de l'évolution du projet. Donc le site, est en location, par Dempsey depuis, quelques mois, on va procéder donc, à la réhabilitation de ce site, dans les mois à venir pour une ouverture, on l'espère en 2026, après la réhabilitation. L'objet donc, de cette réhabilitation, c'est donc effectivement de créer une plateforme, de réemploi comme on l'a dit. C'est un site comme vous l'avez vu qui est une ancienne usine, à béton sur plusieurs niveaux pour l'instant pour la réhabilitation en phase, d'occupation, on va dire temporaire les 3 prochaines années. On réhabilite seulement les 2 premiers étages et à terme, il y aura un objectif de réhabiliter l'ensemble du site. Donc au rez-de-chaussée, on aura donc, un atelier de reconditionnement, des quais évidemment de déchargement, de l'espace, pour les matériaux de réemploi puisque ce sera principalement des espaces de stockage de matériaux de réemploi au rez-de-chaussée et au premier étage, des bureaux, salles de réunion, mais aussi bien sûr le showroom des matériaux de réemploi. Donc ce showroom, son objectif, comme l'a dit, Nicolas Simon, c'est de montrer ce qu'il est possible de faire, en réemploi. Donc on a décidé de créer en fait 2 espaces, un appartement témoin et des bureaux aussi témoins, avec le maximum de réemploi. On va dire 100 de réemploi idéalement. Donc dans cette, slide, vous voyez, l'appartement, témoin, du réemploi, avec, donc tout un tas de produits qui seront prévus, en réemploi. Évidemment, les cloisons, la cuisine, la partie salle de bain, les sols, les plafonds. Clairement, on essaie de faire en fait, du sol au plafond du réemploi. Vous voyez une autre vue 3D ici de cet espace avec, la chambre. Ici, c'est plutôt, les bureaux, donc avec une salle, de réunion, un espace peut-être un petit peu aussi événementiel qui pourra accueillir, du public, et qui sera aussi évidemment au maximum, avec du réemploi. Voilà une autre vue aussi de ces espaces. Donc là, on est situé, on va dire, dans cette usine, Unibéton, cette ancienne usine Unibéton, dans la partie qui est, l'appontement. Donc en fait, pour, l'histoire, on avait donc le ciment qui était, livré, depuis la Seine et aspiré dans un appontement pour aller vers l'usine. Donc en fait, on est vraiment dans cette partie de l'appontement du site qui est assez, unique. Voilà pour les vues et donc, en synthèse, sur ce projet, l'objectif, comme on le disait, c'est d'avoir une activité temporaire pendant les 3 prochaines années, puis une activité, à terme. Donc à gauche, on a décrit, les activités, temporaires qui seront, sur ce site, qu'on appelle donc une plateforme, d'économie circulaire. Donc l'activité bureau d'études réemploi, qui est notre activité, seconde œuvre.
certainement, des actions de formation, notamment à la dépôt soigneuse, au réemploi. Évidemment, donc le showroom, appartements et bureaux que l'on a montré, avec les matériaux de réemploi pour pouvoir faire visiter aussi, tous ces maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre et les inspirer sur le sujet du réemploi. La partie, atelier de reconditionnement au rez-de-chaussée, une ressourcerie aussi de mobilier, de cuisine et de salle de bain qui sera à destination, en fait, des habitants de l'île Saint-Denis, et bien sûr des bureaux partagés pour Dempsey et seconde œuvre. Donc ça, c'est la partie occupation temporaire et pour la partie, occupation plus long terme, on imagine, mais ça, ce sera évidemment à construire, dans le temps, un coworking pour d'autres startups, de l'économie circulaire, potentiellement des espaces de restauration et d'événementiel, au niveau de l'appontement ou des étages supérieurs et un espace de formation à l'éco-construction et réemploi un peu plus, important. Voilà. Voilà pour notre projet. Donc je profite de ce premier webinaire, communication sur ce projet pour, remercier, évidemment Dempsey pour, la confiance qu'ils nous donnent, et Dempsey et Eiffage pour, la création de ce projet qui est un projet réellement entrepreneurial dans sa phase évidemment de réhabilitation, mais aussi dans sa phase future d'exploitation, puisque nous-mêmes, Seconde Œuvre, on a pour objectif d'avoir notre activité donc de réemploi, de cloisons et de Velux sur ce site, une fois qu'il sera, réhabilité. Merci. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup. On va peut-être tout d'abord faire une petite, session de questions-réponses. Donc pour rappel, il est plus simple pour nous que vous posiez vos questions, directement dans l'onglet, qui est fait pour, mais on les récupère également dans le chat. Donc pour rappel, le webinaire est enregistré et vous aurez accès aux slides à la suite de ce webinaire. On a eu une première question concernant, l'ouverture de l'outil BTP Match, son accès et Zélie a répondu. Donc je me permets de lire la réponse de Zélie, hein. Donc, comme elle, vient de l'annoncer, donc la réunion de lancement de l'outil officiel aura lieu le 18 juin et donc par la suite, la métropole transmettra par email le lien vers l'outil et un guide d'utilisateur pour faciliter sa prise en main. Et donc, si vous êtes intéressé et si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez la contacter par email et vous aurez également son email suite à ce webinaire. Et on a eu une seconde question, donc plutôt sur la présentation de seconde œuvre. Bonjour, quand on parle du carrelage de réemploi, comment procédez-vous pour récupérer ce carrelage utilisé auparavant? Il ne se casse pas? Point d'interrogation. Alors, je pense que c'est une question pour moi, en effet. Donc, Ouais. quand on a mis, carrelage de réemploi, donc, soit, ça va être vraiment plutôt, des tomettes, ou des carreaux de ciment anciens, qui, en fait, sont pas collés, dans leur, utilisation première, dans leur vie première et donc, qu'on peut, décoller correctement et réemployer. Soit, bah, ça peut être aussi du carrelage de fin de stock, mais auquel cas c'est pas forcément du réemploi. Enfin, je veux dire des fins de chantier ou des fins de stock. Donc c'est quand même une seconde chance ou une seconde vie, à des produits qui auraient pu passer à la benne, mais ce n'est pas techniquement, du réemploi. Et après, bah, je sais pas, il y avait une deuxième question sur, comment se fera l'acheminement, de ces matériaux vers la plateforme, il me semble. Je peux prendre cette Tout à question fait, si elle vous vient voulez. d'arriver dans le chat. Ouais. Hem, donc, les voilà, ce site est déjà, quand même un foncier, important qui va être dédié, au stockage et au reconditionnement des matériaux de réemploi. Mais, pour tous les personnes qui sont, déjà bien au courant du sujet, le les mètres carrés, pourraient ne pas suffire. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un acheminement, de chantier, sur la plateforme, avec, d'une logistique, camion, hein, pas forcément, la Seine pour le moment, mais pourquoi pas à terme peut-être. Donc plutôt une logistique, sur route. Et après, voilà, quand on parle aussi de plateformes de réemploi, on souhaite aussi avoir des services, d'externalisation de stockage ou de chantier à chantier. Voilà, donc il y aura pas forcément non plus tous les flux qui passeront physiquement par ce site. Merci beaucoup.
Je vais continuer la lecture des questions. Alors, il y en a dans le chat et dans l'outil question. Je finis sur le chat et puis j'enchaîne sur celle, dans l'outil question. Serait-il possible d'accéder à BTP Match? Donc je pense pour Zélie, plus particulièrement, si nous ne sommes pas sur le territoire du projet. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question ici et dans dans la partie question aussi sur le sujet de l'échelle géographique. Donc, ce qui est prévu aujourd'hui, en tout cas dans le cadre du portage technique et financier de l'outil par la métropole du Grand Paris, c'est que la cartographie interactive qui sera celle à laquelle vous aurez accès quand vous vous connecterez sur l'outil, sera limitée en gros au territoire de la métropole. Le territoire de la métropole étant la ville de Paris et les 11 établissements publics territoriaux qui sont autour de la ville de Paris. Donc en termes de possibilité de faire apparaître des gisements, des offres ou des demandes et d'y accéder, n'importe qui, y compris un acteur a priori étant situé en dehors du territoire pourra voir la cartographie, y accéder. Néanmoins, pour faire apparaître vraiment des demandes d'offres, enfin des offres ou des demandes, ça sera limité à l'échelle géographique de la métropole. Après, nous, Métropole du Grand Paris, on n'a pas vocation à porter techniquement ou économiquement un outil qui aille au-delà de nos frontières. Néanmoins, dans le cadre du projet CircBoost et même dans le cadre de notre stratégie de manière générale, on travaille évidemment dans une logique de collaboration et d'échange de bonnes pratiques avec d'autres territoires. Et il y a un certain nombre de métropoles en France, soit qui travaillent déjà sur ce type d'outils, soit qui sont intéressés par ce type d'outils. C'est le cas de la métropole de Toulouse dans le cadre du projet Life Waste to Build. C'est le cas de la métropole de Bordeaux. Et il y en a d'autres qui sont intéressés par le sujet. Donc, on a un groupe d'échange comme ça avec d'autres métropoles. Nous, notre objectif premier dans la phase qui est à venir, c'est déjà de consolider et de finir on va dire la structuration de l'outil et d'assurer sa pérennisation à l'échelle de la métropole. Néanmoins, il y a évidemment un enjeu de passage à l'échelle peut-être de la région Île-de-France pour nous dans un premier temps, et puis après, à l'échelle nationale, là, ça sortira un peu de notre compétence, mais en tout cas, on restera dans une logique d'échange avec les autres métropoles intéressées pour voir comment est-ce que cette démarche peut se reproduire, se disséminer sur d'autres territoires. Voilà. Merci Zélie. Très rapidement, on va prendre les 2 dernières questions et puis passer au témoignage de start-up pour gagner suffisamment de temps et rester dans les temps. Donc l'avant-dernière question, qu'en est-il du réemploi de la structure du bâtiment en tant que tel, d'un bâtiment à un autre? Donc je pense plutôt côté, Cécile ou Eiffage. C'est une question sur, le bâtiment de notre future plateforme ou du rem enfin bon, si je peux dire en général, je veux dire dans des projets architecturaux aujourd'hui, la réhabilitation, donc le fait, de ne pas démolir un bâtiment et de le garder, c'est déjà effectivement, la 1re, brique, on va dire, d'un réemploi et d'une économie de ressources, d'une économie, écologique d'une façon générale. Bon ça c'est je pense que j'espère que tout le monde est convaincu de ça autour de cette table. Après, on est donc en partenariat avec, Dempsey qui est une entreprise de démolition, donc évidemment parfois la démolition est quand même, né peut-être nécessaire ou en tout cas c'est la réalité. Et donc enfin voilà mon point de vue sur le réemploi des bâtiments et le site Unibéton là, que l'on va réhabiliter, s'inscrit tout à fait dans cette démarche-là. Merci beaucoup et dernière question qu'on prendra et bien sûr, n'hésitez pas à nous les envoyer ensuite par email, ça nous permettra de répondre, plus en profondeur. Donc ma question porte plus particulièrement sur la partie réemploi dans le BTP, à la suite de l'intervention d'Eiffage. Quels sont les freins techniques majeurs identifiés par les professionnels de la construction au sujet du réemploi sur des projets à grande échelle? Je peux répondre sur cet élément, même si finalement, dans le groupe Eiffage, je suis un des seuls à ne pas faire de construction, mais
mais effectivement, les liens avec la construction, on les connaît un petit peu. Les freins, j'ai vu qu'il y avait une autre question sur le sujet. Aujourd'hui, il y a quand même des freins économiques, il faut le dire. Beaucoup de matériaux de réemploi aujourd'hui portent un surcoût important lié à la dépose sélective, comme on l'a dit également aussi au stockage, surtout en Île-de-France. Donc ça, effectivement, on va avoir des objectifs de massification et comme nous on le pense, d'inversion de la demande qui pourrait aider à réduire les surcoûts liés au réemploi. Donc ça, ce serait une ouverture à la démocratisation du réemploi dans la construction. Les autres freins qui peuvent exister encore aujourd'hui peuvent être liés aux assurances. Certains matériaux, notamment structurels, vont avoir besoin d'être requalifiés au sens de matériaux de construction avec une assurance, une garantie qu'on va pouvoir apporter. Certains matériaux aujourd'hui disposent d'un guide très clair sur lequel on va avoir une liste de tests à effectuer pour faire du réemploi. Je pense qu'on aura des gens juste après qui vont pouvoir nous en parler. Sur d'autres matériaux, aujourd'hui, c'est encore un petit peu plus compliqué. Et donc, il faut qu'on lance ces tests et qu'on généralise ces tests afin de plus facilement pouvoir avoir une garantie et une assurance sur ces nouveaux matériaux. Pour compléter les propos de mon collègue, ce qui coince aussi, c'est qu'il y a des filières, on le voit dans le réemploi, qui sont matures et d'autres qui sont moins matures. Et ça suppose aussi qu'il y ait des startups comme qui vont suivre, qui justement développent des filières, mais il en faudrait encore beaucoup plus parce que ça ne couvre pas l'intégralité des matériaux de la construction. Et aujourd'hui, je pense que le combo gagnant, c'est le développement des startups, mais aussi d'industriels qui se mettent en marche pour développer ce type de matériaux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, c'est chouette, mais il faut aller encore plus loin pour qu'on puisse avoir des matériaux de plus en plus durables et qui sont issus de nos gisements de déchets, qui ne soient plus des déchets, mais des matériaux de construction. Merci. Merci à tous les deux. On va enchaîner sans plus attendre sur la présentation de Nicolas et qui va sûrement apporter un certain nombre de réponses aussi sur les différentes questions qui demeurent dans le chat. Nicolas, c'est à toi et tu vas prendre le contrôle des slides, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nicolas Leriac, je suis le fondateur d'Orac. Donc, Orac, c'est une entreprise qui a été créée en 2008. Notre métier de base, c'est la maintenance de moquettes. Donc, on avait créé ça à l'époque parce qu'on avait vu que les moquettes claires arrivaient et les solutions de nettoyage qui étaient proposées sur le marché n'étaient pas capables de répondre à la problématique des clients de propreté, et ce qui fait que le produit était remplacé très rapidement et jeté. Donc en 2008, on n'avait pas du tout imaginé le réemploi, mais nous, le but, c'était d'apporter une durabilité au produit. En 2020, quand les premières expérimentations de réemploi sont arrivées, on s'est dit qu'Orac avait un rôle à jouer dans cette approche, et donc on s'est intéressé au sujet. Et donc, je vais vous apporter une thématique qui paraît vu de l'extérieur simple, mais comment on trouve le business model en fait quand on se lance dans le réemploi, parce que c'est quelque chose de très important pour la pérennité de l'entreprise et puis pouvoir arriver à massifier ensuite les volumes derrière. Donc aujourd'hui, Orac fait 3 activités, une activité de maintenance, une activité de dépose, donc qui a été lancée en 2022, et une activité de réemploi. Donc le tout cumulé fait à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est présent donc en Île-de-France, région lyonnaise et sur Bordeaux et Nantes au niveau des licenciés. Donc, comme je vous disais, on a eu une problématique. Quand on voyait le réemploi de l'extérieur, on s'était dit, tiens, on va récupérer des matériaux, on va nous les donner parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de notion de rachat de matière. Et derrière, on va pouvoir les revendre et générer du chiffre d'affaires avec ça. Le problème qui était le nôtre, c'est qu'il y a un fort décalage entre le temps de récupération de la matière et le temps de revente. Donc, avec tous les coûts de reconditionnement qui sont quand même assez importants. Et quand on arrive dans ce métier, nous, on a découvert énormément de nouveaux métiers. Donc, il y avait tous les coûts de dépose, les coûts de transport, les coûts d'acheminement du produit, de traitement, tous les coûts de tri, de stockage. Et une fois qu'on avait stocké ces produits, il fallait encore les revendre. Je vous ai pris à peu près quelques chiffres. Aujourd'hui, quand on revend une moquette, alors sauf pour les produits exceptionnels, mais qui sont quand même assez rares aujourd'hui sur le marché, on a des temps de revente à peu près entre 12 et 18 mois.
12 et 18 mois, donc ça implique des stockages. Et donc, quand on a reconditionner la matière, on a besoin de tout ce laps de temps pour faire entrer les premiers euros dans le chiffre d'affaires. Donc, nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait une activité maintenance qui nous a permis de financer tout ça et de tenir dans le temps. Mais s'il n'y avait pas eu cette activité de maintenance, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas rentable. Et aujourd'hui, donc, le business model qu'on a imaginé, c'est plus devenir une entreprise de reconditionnement de matériaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est convaincu qu'on a des tas de clients qui ont des parcs de moquettes qui sont assez conséquents. Donc, l'idée, c'est d'aller cartographier ces parcs de moquettes pour leur signaler là où il y a la valeur, parce que ça aussi, c'est un autre souci. Les gens, aujourd'hui, ont des matériaux, mais ne connaissent pas la valeur de ces matériaux-là. Donc, nous, l'idée, c'est d'aller les cartographier, de leur dire, tiens, celui-ci a du potentiel, celui-ci en a moins, et derrière, d'apporter la notion de service autour pour pouvoir les accompagner jusqu'à la revente des matériaux. Et là, on est en train de créer une première usine de réemploi aux portes de Paris, donc, où on va avoir toute une chaîne de tri et derrière une chaîne de reconditionnement avec un tunnel de lavage industriel qui va nous permettre vraiment déjà, de rentrer dans un process industrialisé et deux, d'apporter une vraie qualité dans le reconditionnement du produit avec un procédé clair et qui sera identique pour l'ensemble des moquettes. Nous, depuis le début qu'on a lancé donc, cette activité en 2021, on a récupéré plus de 400 000 m² de moquettes qui ont été traités. On a des taux de réemploi à peu près de 36%, donc ce qui a permis de générer 141 000 m² de réemploi. Et on a vendu quasiment 100 000 m² de moquettes depuis 2021. Et aujourd'hui, en stock, on a 44 000 m². Donc, on a des matériaux, on a de la capacité d'obtenir des gisements, de les revendre. Là où on est vraiment bon aujourd'hui, c'est sur les surfaces entre 400 et 1000 m², on va dire. Là, on a de la matière. Au-delà des 1000 m², ça devient compliqué. Et d'où l'intérêt d'aller chercher les gisements chez les grands propriétaires de foncier, parce qu'eux ont ces ressources, mais généralement ne savent pas quoi en faire ou les entretiennent mal. Et derrière, ça complique le réemploi. Et l'idée, c'est de les accompagner sur toute la chaîne, grâce à l'expertise qu'on a développée autour de ces 4 ans, pour pouvoir leur apporter une solution clé en main pour réemployer le maximum de matière. Merci beaucoup. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement dans l'onglet questions et on fera une petite session en fin de webinaire. Je vais laisser la parole à Michel Monti. Oui, bonjour à tous. Merci de nous assimiler à une start-up, ça nous rajeunit. Nous, Général Métal Édition, on est charpentier métallique depuis une quinzaine d'années et donc on fête aujourd'hui quasiment jour pour jour nos 5 ans d'activité dans le réemploi, puisqu'on a lancé cette activité de réemploi de structures métalliques et d'ouvrages métalliques en 2020. Donc aujourd'hui, on est en mesure de proposer plusieurs prestations à nos clients. En fait, ce qu'on a voulu, c'est dès le départ, c'est proposer une offre qui touche un peu tous les points de contact des métiers de la construction. Donc, on fait des prestations d'expertise. Je ne sais pas comment on fait c'est moi qui ai la main. Ok, voilà. Donc, des prestations d'expertise pour venir en renfort des diagnostics PEMD et des diagnostics ressources quand c'est un peu technique, quand c'est un petit peu expert, parce qu'on s'aperçoit qu'ils ne sont pas toujours précis pour ce qui concerne effectivement la partie structure métallique. Et les possibilités de réemploi, parce que certains paramètres de ces diagnostics nous permettent de prendre nos décisions extrêmement rapidement sur le fait qu'on va reprendre ou pas ces éléments. Deuxième chose, deuxième prestation, on fait de la dépose soignée aussi, en collaboration ou en groupement avec des entreprises de curage, comme Dempsey ou d'autres. Bien entendu, nous avons une activité d'atelier à travers laquelle on transforme, on ajuste les éléments pour les réadapter au nouveau projet. Et puis, vous voyez en bas de la slide, il y a un petit truc qui s'appelle Sinfina. C'est notre plateforme digitale aussi sur laquelle on met en ligne les éléments qu'on récupère pour les proposer à la vente auprès des différentes parties prenantes. Voilà. Et puis, bien sûr, on repose, puisque en général, quand on fournit les éléments de réemploi, on les repose. Alors,
les problématiques qu'on rencontre, en fait, elles ont été évoquées un petit peu tout au long de ce webinaire déjà par différents acteurs, et c'est bien d'être parfaitement en phase parce qu'on s'aperçoit bien que finalement les problématiques sont assez récurrentes chez les acteurs du réemploi. Alors les freins, donc je les ai évoqués la dernière fois effectivement qu'on avait échangé, c'est l'accès au gisement. Nous, on est, par rapport à tous les éléments de seconde œuvre, on est un petit peu particulier dans le sens où on touche, je mets de côté la partie serrurerie, hein, donc qu'on appelle serrurerie, c'est les garde-corps, les escaliers, etc. Mais quand on touche à la structure, donc tout ce qui est poutrelle d'acier, on touche à la structure, donc c'est un traitement qui est un peu particulier. Bon, c'est un secret pour personne que les entreprises de déconstruction revendent, bien entendu, et c'est normal, l'acier à la ferraille à l'issue des chantiers. Donc, il a fallu, nous, qu'on s'intercale dans cette pratique pour faire comprendre qu'effectivement, il ne fallait pas jeter l'acier, mais que quand il était en bon état, il y avait des possibilités de le reprendre. Donc, voilà, aujourd'hui, on est sur un mode de fonctionnement où on essaie de collaborer en bonne intelligence avec ces entreprises pour, d'un côté, qu'elles n'aient pas trop de manque à gagner sur cette partie de revente à la ferraille, et puis d'un autre côté, qu'elles atteignent aussi leurs objectifs parce qu'elles en ont des objectifs de CO2, donc en privilégiant des filières de réemploi de l'acier. Le deuxième frein principal, c'est encore aujourd'hui, 5 ans après, effectivement, des idées reçues qu'il faut battre en brèche en permanence parce que le réemploi d'acier, c'est compliqué, il y a des problèmes nature. En fait, non, tout ça, c'est absolument pas vrai. La partie assurantielle, on l'a évacuée très rapidement de notre côté en intégrant à notre décennale une clause de réemploi. Donc, tout ce qu'on fait est assimilé à une pratique courante, donc on est assuré sans aucun problème. Tout ce qui est aspect réglementaire et protocolaire, je dirais maintenant plus ou moins solutionné par les protocoles émis par le CTICM, qui est notre organisme de référence, qui a mis l'été dernier au point tout un référentiel qui permet justement de tracer et de vérifier la qualité des aciers. Donc là, c'est pareil, c'est encore un frein qui a été levé et qui aboutit à une transparence et à une fluidité beaucoup plus grande sur la qualité des aciers qu'on utilise en réemploi. Voilà, il y en a quelques autres, mais voilà, c'est les deux principaux. Après, effectivement, les solutions, elles sont à la fois sur le papier et sur le chantier. Alors, sur le papier, c'est quoi? C'est, pour nous, en tout cas, peut-être de réfléchir dans la rédaction des marchés à des lots spécifiques de réemploi. Il y a eu quelques tentatives qui sont faites. C'est aujourd'hui quelque chose de pas encore très courant. On est avec les AMO, les bureaux d'études spécialisés en réemploi et quelques autres acteurs, je dirais, intellectuels, entre guillemets, en train d'influer là-dessus pour que, effectivement, dans la rédaction des marchés, les maîtrises d'ouvrage mettent des clauses, en fait des lots spécifiques de réemploi, mais non seulement sur la conception, mais aussi sur la partie des constructions. Parce que inscrire un lot réemploi sur cette partie des constructions va peut-être tout de suite un peu plus clarifier justement le rôle de chacun sur cette phase-là, et donc c'est important. Et puis, bon, je parlais de changement de mentalité des pratiques et des mentalités, bien entendu. On y arrive petit à petit. Chaque jour, on avance un petit peu plus, et c'est très bien. Et puis, bien entendu, voilà, la massification de la pratique à travers, entre autres, effectivement, des initiatives comme celle de la métropole et de la région sur cette méta-plateforme qui vise effectivement à donner en fait une ouverture et une visibilité très grande de tous les gisements partout, parce que encore aujourd'hui, on raisonne encore un petit peu par silo, par métier. Et je pense qu'il est bien pour les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre d'avoir une vue globale des échanges qui peuvent se faire sur les matériaux en réemploi, y compris bien entendu les structures métalliques. Voilà, je pourrais encore en parler pendant des heures, mais je ne sais pas encore combien de temps ils m'est imparti, donc n'hésitez pas
m'arrêter si je déborde. Merci Michel. Bah, Voilà. je pense qu'on va laisser la parole à notre dernier intervenant pour garder un peu de temps de questions-réponses en fin de webinaire. Merci beaucoup. Hervé, je vous Bonjour à laisse la parole. tous. Alors, la dernière start-up, comme Michel, c'est un honneur de se faire traiter de start-upper quand on a mon âge, mais c'est un peu notre état d'esprit chez Proclus. Voilà, Proclus, c'est une société jeune entreprise, donc qui a été créée il y a 2 ans et demi de ça, maintenant bientôt 3, avec un objectif, reconditionner des équipements électriques destinés aux bâtiments, issus des bâtiments et destinés aux bâtiments, donc des équipements électriques plutôt techniques, qu'on va retrouver principalement sur des activités bâtiments tertiaires, mais qui peuvent aussi migrer vers du résidentiel. Parmi nos clients, on trouve aussi des gens qui construisent et entretiennent, maintiennent des bâtiments de logement, notamment sociaux. Donc l'idée, le concept du départ, on adresse donc des équipements électriques, vous les voyez un peu sur la droite du slide, tout ce qui est éclairage général de secours, fonctionnel, décoratif, tout ce qui est distribution et protection électrique, depuis des disjoncteurs de forte puissance jusqu'aux nourrices sur plancher technique, en passant par tous les autres équipements liés à la distribution-production d'électricité. Et puis dans le CVC, ventiloconvecteur, circulateur, CTA, donc des équipements destinés au confort des usagers des bâtiments, hors ce qui est chauffage aux énergies carbonées. Voilà. Donc, ce sont des produits techniques, des produits qui utilisent le courant comme source primaire ou secondaire pour assurer leur fonctionnement, donc avec tous les enjeux de sécurité associés. Une clientèle qui est composée de techniciens, d'électriciens, installateurs, de l'artisan au plus grand nom. On a un client autour de la table aujourd'hui avec Eiffage Énergie, les Vinci, les Cons, les Engie sont nos clients au quotidien. Et ce sont donc des gens qui sont très attachés à un certain nombre de choses. D'abord, la fiabilité, du bon fonctionnement des équipements. Ensuite, d'avoir les justes prix. Et tout à l'heure, on a évoqué parmi les freins le fait que dans le réemploi, parfois, les produits sont plus chers. Nous faisons nos meilleurs efforts pour que nos produits soient systématiquement moins chers, 30 à 70% du prix du neuf. Ensuite, il faut une qualité de service, que ce soit dans l'accompagnement avant-vente, l'accompagnement après-vente, être ponctuel dans les livraisons. Et puis ensuite, nous avons des clients dont j'ai évoqué les noms, qui ont une certaine aversion au risque. Donc, il faut fournir avec ces produits les garanties commerciales 1, 2, 3 ans qui permettent de s'assurer que le produit défectueux sera remplacé, réparé ou remboursé. Et puis ensuite, si un produit devait dysfonctionner, ça arrive même avec les produits neufs, donc pourquoi pas avec des produits d'occasion, avoir une couverture assurantielle qui permette, comme à l'achat de produits neufs chez un grand distributeur ou un grand fabricant de matériel électrique, d'avoir la prise en charge des éventuelles conséquences du dysfonctionnement des équipements. Et donc, pour faire tout ça, cette équipe de Proclus est composée de techniciens issus du monde de l'industrie électrique, du bâtiment, des travaux neufs et de la maintenance. Donc, c'est pour ça qu'on présente souvent Proclus en disant des techniciens au service de techniciens. C'est comme ça qu'on conçoit notre nouveau métier de reconditionneur. Et donc, pour ça, on a décidé d'intégrer complètement la chaîne de valeur du reconditionnement d'une famille d'équipements, donc les équipements électriques, une partie d'entre eux que je viens de vous présenter, depuis l'évaluation du potentiel de réemploi d'un équipement. Donc, on est appelés soit par les maîtres d'ouvrage en direct, un certain nombre d'entre eux nous font confiance quand ils ont un projet de rénovation pour que nous fassions la visite de leur bâtiment et qu'on leur donne un avis sur la réemployabilité in situ, ex situ des installations électriques, par les AMO économie circulaire en appui des diagnostics, ou enfin par des cureurs qui se retrouvent avec un chantier, avec des objectifs de réemploi qui leur sont imposés ou qu'ils s'approprient et sur lesquels on peut venir intervenir. Donc, on va faire l'expertise des potentialités de réemploi des équipements. Ensuite, on va faire des offres de reprise incluant la dépose préservante des équipements. La dépose d'un équipement électrique, c'est un métier. Et pour pouvoir assurer à un client en aval, quand on lui revend un produit reconditionné, que celui-ci est fiable et va répondre à son besoin, il faut avoir une idée du bâtiment dont il est issu et de la façon dont le bâtiment a lui-même été entretenu, ce qui va donner des informations qui sont de nature à nous aider à nous faire un avis pertinent sur la qualité des équipements repris. Donc, ces équipements expertisés, déposés par nos soins, vont rejoindre nos ateliers où ils feront l'objet d'un contrôle unitaire sur un certain nombre de paramètres qui sont clés pour déterminer le fait que le produit soit bon pour le service. Et ensuite, nos équipements sont revendus. Nous avons un site de vente en ligne qui permet d'avoir en temps réel l'ensemble des équipements qui sont reconditionnés, prêts à être expédiés,
avec toutes les informations techniques, les informations, les fiches techniques d'origine des fabricants, les prix, les quantités disponibles en temps réel, et les achats peuvent se faire en ligne ou par des modes plus conventionnels, mais toujours sur la base de ce site qui inventorie l'ensemble des produits que nous avons disponibles. Et ces produits, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sont livrés dans les 24-48 heures à nos clients sur leur chantier, avec une garantie commerciale, avec une couverture assurantielle et un bilan environnemental issu des données que nous récupérons sur les bases INES. Alors, quels sont les freins perçus? Les idées reçues. Il y a énormément d'idées reçues sur le réemploi, et je dirais que nous participons tous de cette confusion. En parlant du réemploi, on devrait parler de réemploi au pluriel. Il y a des matériaux qui sont impliqués dans les assurances décennales, qui participent de la stabilité du bâtiment et qui nécessitent un traitement particulier. Il y a des équipements détachables du bâtiment, comme les équipements électriques qui ne sont pas concernés par la décennale. Il y a des équipements qui passent d'un chantier à un autre sans avoir d'intermédiaire reconditionneur. D'autres passent entre les mains de gens comme nous qui les reconditionnent. On a des collègues sur le sanitaire, on a des collègues sur la moquette comme Oracle. Ce sont des modes de fonctionnement différents. Il faut faire tomber toutes ces idées reçues. Non, il faut arrêter de confondre le déchet et le réemploi. Et je pense que nous devons faire des efforts dans notre communication, y compris aujourd'hui, quand dans la même phrase, on parle de déchets et de produits reconditionnés, on donne l'impression à nos interlocuteurs qu'on reconditionne des déchets. Non, nous reconditionnons des produits que nous allons déposer nous-mêmes dans des bâtiments, comme d'autres sur des moquettes et d'autres produits. Donc, ce ne sont pas des déchets, ce sont des produits qui peuvent être très fiables. Et depuis 3 ans, nous avons livré quelques dizaines de milliers d'équipements électriques et les taux de retour sont hyper faibles, hyper faibles. Et certains nous disent, mais pas plus élevés qu'avec du neuf, donc c'est plutôt rassurant. Et nos produits sont garantis 1, 2, 3 ans, parfois des garanties même plus longues que sur les produits neufs, parce qu'on y croit. Ils sont assurés, ils sont disponibles et éventuellement même en quantité pour répondre à des besoins, puisque nous agrégeons des chantiers divers et variés. Donc ça, c'est de la pédagogie de terrain qu'il faut faire. Je ne vous vois pas, je ne connais pas votre profil, tous de ce web, mais je pense que nous sommes plutôt des fonctionnels d'une manière générale. Il faut aller parler aux opérationnels, ceux qui font que le réemploi va se développer. Ce sont ceux qui achètent, qui installent au quotidien et qui, par leur acte d'achat, qui petit à petit vont changer leurs habitudes, sortir du confort du neuf acheté chez un distributeur en matériel électrique ou autre distributeur pour les autres matériaux, vont petit à petit faire monter en puissance le réemploi. La deuxième frein, c'est l'atomisation du pouvoir qu'il ne faut pas sous-estimer dans le monde du bâtiment. Il y a tellement de parties prenantes dans une décision relative à un bâtiment, depuis le maître d'ouvrage, les bureaux d'études, les architectes, que bien évidemment, dans une situation où il faut prendre un peu de risque pour changer les habitudes, tout changement est porteur d'un risque perçu ou réel. Le réemploi est un risque identifié comme tel. Bien, très bien, quand il y a 10 décideurs autour de la table, il y en a un qui lève la main en disant on pourrait peut-être faire du réemploi parce qu'il y croit. Il y en a un autre qui dit non, on oublie et le sujet passe à la trappe et c'est fini. Donc là, nous, on fait une recommandation à nos clients maîtres d'ouvrage, dès l'amont des projets, bien se mettre d'accord avec le bureau d'études, avec l'architecte, avec les parties prenantes concernées par le projet, de ce qui est possible de considérer comme issus du réemploi, les moquettes des locaux techniques, les éclairages des parkings, que sais-je, les équipements sur lesquels on estime qu'il y a moins de risques, qui sont les moins exposés. On peut commencer comme ça, petit à petit, mais se mettre d'accord sur ce champ des possibles et bien le préciser dans les CCTP pour éviter ce que je vois tous les jours, des entreprises de travaux qui arrivent à qui le maître d'ouvrage a imposé un pourcentage de réemploi et qui est bien démuni pour le réaliser, parce que tantôt c'est le bureau d'études qui ne veut pas refaire un calcul, tantôt c'est l'architecte qui ne veut pas remettre en cause un choix, et donc à la fin on a les pires difficultés à faire avancer le réemploi, malgré la bonne volonté, parfois très militante, des maîtres d'ouvrage. Voilà. Merci beaucoup. Et on a une question justement pour Proclus. Donc, je vais enchaîner directement avec les questions. Donc, dans le cadre de la réhabilitation d'un bâtiment qui se fait après une cinquantaine d'années d'exploitation, les produits techniques sont devenus obsolètes. Comment peut-on les réemployer? Alors, c'est faux. Un bâtiment qui a 20 ans, 50 ans, tous les produits ne sont pas obsolètes. Dans tous les bâtiments sur lesquels nous intervenons, qui ont été vidés de leurs occupants parfois quelques mois avant nos interventions, il y a des équipements disséminés dans le bâtiment qui peuvent être très récents, voire même des cas de figure totalement ubuesques, avec des lots complets techniques qui ont été rénovés 1 an avant les travaux de rénovation. On se demande toujours pourquoi, mais on est face à des machines qui sont très récentes. Donc les équipements que nous récupérons ne sont pas des équipements qui ont 50 ans. Pour certains, si,
mais on va les récupérer justement parce qu'ils sont anciens, qu'ils ne sont plus fabriqués et qui peuvent permettre de maintenir en condition opérationnelle des installations qui elles-mêmes sont anciennes et qui n'ont plus la possibilité d'accéder aux produits d'époque s'ils ne sont plus fabriqués. C'est une partie de nos flux. L'autre partie de nos flux, ce sont des produits qui sont hyper récents, qui ont parfois été juste installés même quelques mois dans un bâtiment. Donc, si vous allez sur notre site, vous verrez des produits qui sont encore vendus, des produits qui sont parfois qui auraient été à peine utilisés, ils ont à peine commencé leur première vie. Des luminaires d'éclairage à LED qui ont 50 000 heures, 70 000 heures de durée de vie, c'est-à-dire 15-16 ans dans un environnement normal, qui ont 3-4 ans, ce sont des bébés encore, ils ont à peine commencé leur vie. Donc, ne partez pas sur ce schéma, les équipements que nous vendons sont en très grande partie des produits très récents. Merci beaucoup. Une seconde question. Est-ce que vous fournissez les fiches techniques et une traçabilité des équipements? Comment intégrer du réemploi sur des chantiers qui demandent des taux de service élevés? Alors, le réemploi, nous, notre clientèle est de deux ordres. Beaucoup d'acteurs de la maintenance multitechnique qui vont venir chercher des produits récents ou plus anciens pour faire de la maintenance, mais aussi de plus en plus de chantiers neufs. Quand on est sur des chantiers neufs, nous, on considère qu'on a un devoir de conseil auprès de nos clients et on va les orienter vers des produits plus que vers d'autres parce qu'on sait qu'ils sont plus matures, plus récents, on sait d'où ils viennent, l'entretien a été parfait et donc les produits sont des produits qui sont partis pour une seconde vie parce que la première a été à peine commencée. Donc ces produits sont des produits testés, on fournit ces produits avec les fiches techniques d'origine des fabricants. On ne modifie pas les produits. Si c'est un produit Schneider, il y a la fiche technique Schneider. Si c'est Atlantic, c'est la fiche technique Atlantic. Carrier, c'est la même chose. Et les produits que nous allons vendre sont garantis commercialement comme un neuf. C'est-à-dire que la faculté de celui qui va nous acheter ces produits de les faire vivre dans la durée à la place des neufs qu'il aurait pu acheter est équivalente ou quasiment à l'achat d'un produit neuf, avec en plus une économie financière qui n'est pas négligeable. On arrive sur certains projets à faire des économies qui comptent en centaines de milliers d'euros pour des mètres d'ouvrage quand on fait du reconditionnement de ventiloconvecteurs, par exemple, sur un bâtiment tertiaire. Au lieu de les jeter, on les reconditionne, on les repose en lieu en place et ça peut faire des économies plus que substantielles. Et comme l'a indiqué Zélie dans le chat, la même question peut être posée à Orac et General Metal Réédition. Donc, si vous souhaitez apporter un complément de réponse aussi. Oui, Nicolas Orac. Donc, pour compléter, nous aussi, on a des fiches techniques qui sont reprises également des fabricants. Et on a même eu la curiosité de faire des tests auprès du CRET et du CSTB pour vérifier que les performances techniques en fait, d'un de réemploi n'avaient pas des écarts significatifs avec des produits neufs. Et on a été très surpris des rendus, à part sur l'effet acoustique où on avait une perte de 2 dB, mais comme nous a dit le testeur, c'est quasiment imperceptible à l'oreille humaine. On a eu des meilleurs résultats sur les performances feu et on pense que c'est lié au manque de COV, l'absence de COV en fait dans le produit puisqu'ils ont été complètement évacués. Et j'ai vu aussi une question sur le tarif. Alors nous, aujourd'hui, on arrive sur les produits milieu de gamme, haut de gamme à être bien moins cher que les produits neufs puisqu'on constate à peu près des écarts de prix entre 25 et 30% avec les produits neufs, qui sont vendus par les fabricants. Bon, ce qui nous concerne, il n'y a pas vraiment de fiche technique, mais bien entendu, il y a toute une démarche de traçabilité, puisqu'on remplit les fiches de traçabilité qui sont de plus en plus normalisées. Je crois même que maintenant, il y a un CERFA qui existe sur le sujet. Donc, à qui on achète, où est-ce qu'on démonte les structures et à qui on les vend. Voilà. Et donc, ça permet effectivement un suivi du matériau. Et comme je le disais, le CTICM donc, a mis au point un référentiel de contrôle. Alors, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de fiche technique, mais en tout cas, le principe est que tous les aciers antérieurs à une certaine date, c'est-à-dire globalement le milieu des années 80, sont soumis éventuellement, quand on ne connaît pas leur provenance, à des tests en laboratoire pour vérifier leur solidité. Donc, voilà. Je sais que c'est un petit peu particulier, les éléments de structure en acier. Et concernant les éléments de serrurerie, tout ce qui est garde-corps main courante, il n'y a pas vraiment non plus de notice. Il y a juste des normes en fait, qui existent et qu'on se doit de respecter
au moment de leur réemploi. Merci beaucoup. Alors, je vérifie si on a d'autres questions, mais il ne me semble pas que ce soit le cas. Non. Donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Alors, quelques mots d'actualité sur le projet CircBoost. Donc, une petite slide sur nos prochains événements. Donc, comme c'était le cas aujourd'hui, donc un webinaire sur le pilote 2, ce sera un webinaire sur un autre pilote, sur le pilote qui est situé à Prague, et donc qui présente qui est un autre terrain d'expérimentation avec d'autres solutions qui sont testées. C'est un webinaire qui est en anglais, qui aura lieu le mardi 24 juin à 13 h. Vous avez toutes les informations en cliquant sur le lien qui est indiqué ici, donc le lien d'inscription et puis aussi le programme, et puis un petit rappel de nos réseaux sociaux au sein du projet CircBoost, donc notre site web, notre page LinkedIn, et puis aussi le contact qui est donc moi-même pour le pilote français. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. On va bien sûr vous transmettre toutes les slides et puis les contacts de chacun de nos intervenants, et un grand merci également pour nos intervenants et leurs présentations très pertinentes. Bonne journée. Merci à vous. Bonne Merci. journée. Merci, Bonne journée. bonne journée Au à revoir. tous. Merci.